financement. Depuis le début, le séminaire s'intéresse de près aux sujets d'actualité qui concernent les régimes de retraite. On souhaite évidemment tous se permettre de rester à jour sur ces enjeux-là. Et encore une fois, on a avec nous cette année des spécialistes de la question qui vont nous parler de placement et de financement. En fait, qu'est-ce qu'il faut garder sous le radar en 2023 dans cette conjoncture qui est fort particulière? Alors, on a avec nous deux actuaires de chez SAI qui sont Jessica Morgia, qui est une habituée du séminaire. Ce n'est pas la première fois, je pense que c'est la troisième ou la quatrième fois. Et un petit nouveau, qui n'est pas si nouveau, mais qui est nouveau en tout cas pour nous à la FTQ, qui est Pierre-Luc Lamotte. Tous les deux sont conseillers principaux chez SAI. Jessica a développé son expertise dans le milieu de la consultation actuarielle, principalement les régimes de retraite et la rémunération, alors que Pierre-Luc, lui, c'est un spécialiste qui déplacement. Il a développé une expertise en gestion d'actifs, notamment. Il fournit des conseils en ce qui concerne le choix de la répartition d'actifs, la fameuse politique de placement, le choix des gestionnaires de placement, le suivi de la performance de la caisse de retraite. Et tous les deux sont fellows. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous les deux, puis on vous écoute. À vous la parole. C'est une présentation d'actuaire. Il va y avoir des chiffres. Donc, désolé d'avance. C'est la seule présentation, je pense, qui a plus de chiffres. Donc, désolé. Donc, je pense que je n'apprendrai rien aujourd'hui à tout le monde en vous disant que ça a été une année 2022 difficile pour les caisses de retraite au niveau des placements. Donc, le tableau qui suit, les trois premières lignes, on a les obligations canadiennes, les actions canadiennes et les actions mondiales. Donc, vous pouvez voir les rendements quand même considérablement négatifs. Donc, moins 11,7, moins 5,8 puis moins 12,2. Donc, difficile pour ces catégories d'actifs-là. À quel point difficile, quand on regarde pas mal les 100 dernières années, des années où à la fois les actions et les obligations ont chuté de façon si forte, c'est quand même assez rare. Donc, il y a eu en 1931, ça c'était une période de la Grande Dépression. Je ne sais pas s'il y a du monde qui était présent durant cette période-là, mais moi c'est sûr que j'étais pas là. 1941, c'était en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale, fait que ça brassait. 1969, on s'apprêtait à rentrer dans une décennie assez inflationniste. Donc, les années 70, il y avait eu beaucoup d'inflation. Puis 2022, qui rentre dans les statistiques. Donc, une année difficile. Certaines caisses, de nos jours, plus au goût du jour, ont des placements plus diversifiés. On peut penser à de l'immobilier, de l'infrastructure, des actifs réels qu'on appelle. Donc, ce qu'on peut voir, là, c'est un échantillon de certains fonds qu'on compile chez SAI. 11,4 pour l'immobilier, 9,1 pour les infrastructures directes. Donc, évidemment, les caisses de retraite qui étaient exposées à ce genre de placement-là, ça l'a aidé en 2022. Dans le bas du tableau, certains indicateurs qui peuvent tenter d'identifier qu'est-ce que les caisses de retraite en général ont pu faire au courant de l'année 2022. Premier indicateur, la médiane des fonds équilibrés SAI. Donc ça, c'est un univers, dites-vous, de gestionnaires qui gèrent des actions, des obligations. Ils n'ont pas de placement privé ou d'actifs réels. C'est vraiment des fonds très, très traditionnels, moins 7,7 %. La médiane des caisses de retraite RBC, donc ça, c'est les clients de RBC qui sont des caisses de retraite, moins 10,3 %. La Caisse de dépôt et placement du Québec, avec l'ensemble des déposants, un rendement en 2022 de moins 5,6 %. La Caisse de dépôt a quand même bien fait, entre autres, parce qu'ils ont une orientation, beaucoup de placements privés, l'infrastructure, l'immobilier, donc ça l'a aidé considérablement. Puis finalement, je vous ai mis un autre indicateur, le rendement simulé d'une caisse, on va dire au goût du jour, qui aurait un 30 % d'obligations, un 45 % d'actions, puis 25 % d'actifs réels. On voit un moins 5,5 %. Donc, c'est le premier tableau que je voulais vous présenter. Donc, ce qui s'est passé, encore une fois, je n'apprends rien à personne ici, mais il y a des réflexions à avoir quand même avec ce qui s'est passé. On sait, on a vécu une année très inflationniste, puis les taux d'intérêt ont monté très rapidement. Donc, le graphique qui est là, en bleu, ce qu'on peut voir, c'est la variation annuelle de l'indice des prix à la consommation. Et en gris, c'est le taux directeur de la Banque du Canada.
Première chose qu'on peut voir, c'est qu'on a eu une décennie là, pas mal où est-ce qu'on n'avait pas beaucoup d'inflation, puis les taux d'intérêt étaient bas. Le fait que les taux d'intérêt étaient bas, ça a favorisé beaucoup la consommation, beaucoup l'endettement. Ça a été bon pour l'économie. Jusqu'à ce qu'on arrive pas mal en 2020-2021, il y a eu la pandémie, évidemment. On a eu un choc au niveau des chaînes de production, au niveau du transport, jumelé à des interventions fiscales et monétaires assez monumentales là, pour supporter les gens pendant la pandémie. Donc, ces deux éléments-là, ensemble, ça a créé beaucoup d'inflation dans le système. Ça a commencé en 2021. Ça s'est poursuivi, accéléré même en 2022. Puis, on a atteint un sommet au Canada, là, la variation de l'indice des prix à la consommation en septembre 2022, c'était de 8,1 %. Depuis ce temps-là, ça diminue. Donc, c'est des niveaux là, qu'il faut remonter aux années 80 là, pour voir de tels niveaux d'inflation. Je pense que pour les caisses de retraite, ce qui est important à garder en tête, là, c'est surtout le fait que les taux d'intérêt ont monté beaucoup. Puis une question à se demander, tout dépendamment de votre situation, évidemment, là, de votre caisse de retraite, votre maturité, la situation financière, etc., les revenus fixes, c'est quand même un peu plus attrayant que ce l'était il y a 1 ou 2 ans, puisque les taux sont plus hauts. Bon, une autre chose qui est à garder sous le radar, qui va avoir des implications pour plusieurs années, c'est sûr, c'est le niveau d'endettement au sens large. Là, ici, ce que je vous présente, c'est l'endettement aux États-Unis, donc le ratio de la dette fédérale sur le PIB. Et on peut voir que ce ratio-là, il a augmenté considérablement durant la crise financière 2008 et un deuxième coup durant la pandémie. Et de sorte qu'on est rendu à des niveaux qui s'apparentent à quand on était à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on est vraiment très endetté. Et ce qui est important de garder en tête, c'est qu'il faut regarder ça avec le contexte que les taux d'intérêt ont monté. Donc, être endetté, quand les taux d'intérêt sont bas, c'est réaliste, on peut quand même servir la dette, mais quand les taux montent, ça devient de plus en plus difficile de servir la dette. Puis ça, c'est pour un pays, mais les gens qui ont pris des hypothèques, entre autres, c'est la même chose. Les gens qui vont renouveler leur hypothèque éventuellement, ils vont peut-être trouver que ça fait plus mal d'un point de vue du budget. Une autre chose d'actualité qu'on est maintenant rendu à faire face, c'est clairement le vieillissement de la population, puis la pénurie de la main-d'œuvre. Donc, le graphique ici, il montre en vert, ça montre la population des gens qui ont plus que 65 ans sur la population active. Donc, c'est quelque chose qui a monté graduellement. On le savait déjà, là, 10 ans, que c'était quelque chose qui allait augmenter. Et puis sinon, en bleu, c'est la population des gens en bas de 18 ans sur la population active, donc essentiellement les nouveaux qui vont rentrer sur le marché du travail. Donc, cette ligne-là, elle diminue. Donc, c'est sûr, d'un point de vue placement, c'est quelque chose à garder en tête. Structurellement, c'est de façon isolée, là, juste cet élément-là, c'est sûr que ça peut être un élément qui est inflationniste. Donc, d'un point de vue allocation d'actifs, c'est quelque chose qui est quand même à garder en tête. Une autre chose qui s'est passée en 2022, il s'en est passé des choses, la guerre en Ukraine. Donc ici, c'est un graphique qui montre, c'est un indice, là, l'indice de risque géopolitique, GPR. Rapidement, comment ça fonctionne, c'est plus qu'on parle de risque géopolitique dans les nouvelles, plus cet indice-là augmente. Donc, on voit clairement la Première Guerre mondiale, on en parlait beaucoup à cette époque-là, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre du Golfe, l'invasion d'Irak, puis de façon plus récente, l'invasion russe de l'Ukraine. Ce que je veux vous dire ici, je pense, il y a deux choses principalement que la guerre a mis en lumière, je pense. C'est, premièrement, la crise énergétique en Europe. Ça l'a mis en évidence qu'un pays n'a pas de sécurité économique s'il n'a pas de sécurité énergétique. Et ça, c'est particulièrement important. Entre autres, on parlait tantôt de la transition énergétique. Je pense que ça met en lumière que l'Europe doit redoubler d'efforts pour justement se construire un nouveau système beaucoup plus robuste, puis au goût du jour.
Deuxième chose, je pense une chose qui est importante à garder en tête, c'est qu'on peut sentir une certaine fragmentation au niveau du monde. Puis quand on regarde ce qui s'est passé, il y a eu des sanctions qui ont été faites de certains pays, principalement les pays développés, et d'autres pays comme la Chine, l'Inde, entre autres, sont restés neutres, n'ont pas condamné la guerre, ont même profité d'une certaine façon en achetant des barils de pétrole à escompte. Donc ça met en lumière que, bon, il y a quelque chose qui se passe dans le monde, il y a une fragmentation, puis d'un point de vue économique, il faut penser que si on passe d'un monde qui a vécu de la mondialisation vers un monde qui est plus en démondialisation, encore une fois, ça, c'est des choses qui peuvent continuer à amener de l'inflation dans le système. Donc, à garder en tête là, au niveau de vos réflexions, au niveau de revue d'allocation d'actifs. Transition énergétique devrait créer des opportunités. On en a parlé, c'était très intéressant juste avant là, le discours qu'il y a eu. Donc, ici, ce que je veux vous montrer, c'est le graphique. C'est une des projections faites par le International Energy Agency. Donc, ils font des projections de tout genre là, au niveau de l'énergie, dont entre autres la transition énergétique. Et bon, il y a deux scénarios. Le scénario de gauche, c'est selon les politiques actuelles énoncées. Donc, ça veut dire c'est concrètement, bon, les compagnies actuellement ont des politiques, les gouvernements ont des politiques, puis dans la réalité, qu'est-ce qu'ils font en ce moment. Donc, on peut voir que en 2021, il y avait 1,3 billion, c'est beaucoup, là, c'est un gros chiffre, il y a plusieurs zéros, qui étaient investis dans les énergies vertes. Puis d'ici 2030, si on continue dans la même direction, bien, ça serait 2,1 billion. Donc une augmentation de 5,5 % par année. À droite, scénario de carboneutralité d'ici 2050. Donc ça, c'est si on accélère les efforts qu'on fait pour vraiment essayer de rencontrer la carboneutralité en 2050. Bien là, vous voyez que ça passe à 4,3 billions d'investissements dans les énergies vertes. C'est 14,2 % d'augmentation par année. Donc, c'est difficile de dire ça va être où qu'on va arriver, ça dépend beaucoup de la politique, etc. Mais une chose est sûre, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'investissements qui vont aller dans ce secteur-là. Il y a des opportunités qui sont créées, entre autres, les infrastructures d'énergie renouvelable. C'est des placements qui peuvent être intéressants pour les caisses de retraite. C'est des placements qui peuvent générer un bon rendement. Là, on peut parler de certains fonds qui font du 9 à 11 % net de frais, c'est quand même bien. Puis, on participe à la transition en investissant dans ce genre de fonds-là. On peut penser aussi, bien, c'est sûr, quand on veut décarboner, on pense entre autres aux autos électriques, les batteries, tout le système qui doit être repensé. Puis ça va certainement nécessiter des métaux, du cuivre, du nickel, du lithium. Je mettrai un astérix à ma présentation ici, c'est qu'il faut faire attention aussi, c'est des secteurs qui sont très sensibles d'un point de vue ESG. On a parlé, il y a des compagnies qui exploitent des enfants, donc il faut faire attention clairement quand on investit dans ce secteur-là, puis le ESG est très important. Et peut-être un élément à dire, c'est que j'ai parlé d'inflation, tu sais, bon, il y a la géopolitique, il y a la pénurie de main-d'œuvre, etc. Ça pourrait amener de l'inflation. Bien, ce qui est bien de ces placements-là, c'est que ça protège au niveau de l'inflation, donc ça peut être intéressant pour couvrir le risque d'inflation. Bref, je pense que les caisses de retraite, de toutes les manières, devraient se pencher là, sur cet aspect-là de la transition énergétique. Là, je vous ai présenté deux solutions, mais il y en a d'autres. On a vu Cycle Capital ont des façons de voir les choses, mais minimalement, se poser les questions. Graphique 6, donc ici, ce que je veux vous montrer, bien, c'est des résultats d'un sondage de l'Association d'investissement responsable. Donc, c'est un sondage qui est fait aux 2 ans, qui est principalement, les gens sondés, c'est des investisseurs, des gestionnaires de portefeuille. Ils répondent à une panoplie de questions. Puis, ce que je veux mettre en évidence là, dans le graphique, c'est que le principal enjeu que les acteurs financiers mentionnent, c'est le risque climatique. C'est le premier. C'est le plus important. Puis, deuxième chose, une question que je trouvais intéressante auquel ils ont répondu, c'est pourquoi faire du ESG? C'est quoi la principale motivation de tenir compte du ESG dans les investissements? Bien, c'est la gestion du risque. Donc, c'est un risque à tenir en compte. Qui pourrait avoir des impacts financiers éventuellement. Donc, il faut minimalement, il faut le prendre en compte.
Donc, avant de passer la parole à Jessica, peut-être un petit résumé sur ce que j'ai mentionné aujourd'hui. Donc, on a eu un choc inflationniste en 2022 avec des hausses de taux d'intérêt importantes dans un contexte que l'endettement est élevé. Donc, ça, c'est assez difficile de jongler avec tout ça, puis ça va atterrir où? Vieillissement de la population, pénurie de main-d'œuvre, risque géopolitique, ça ajoute à l'incertitude, puis ça amène possiblement de l'inflation structurellement. Au niveau des hausses de taux d'intérêt, je pense qu'il faut se poser des questions d'un point de vue revenu fixe. Est-ce qu'on devrait revoir l'allocation, l'augmenter possiblement? Matière G, c'est sûr, ça devrait demeurer au cœur des décisions de placement et des choix de gestionnaire, évidemment. Et je pense que la meilleure façon de répondre à toutes ces questions-là, c'est de se questionner sur la répartition des actifs puis de vos gestionnaires. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont bougé en 2022. Le portrait pour les prochaines années pourrait être différent de ce qu'il a été pour les 10 dernières. Donc, je pense que c'est un exercice qui peut faire beaucoup de sens là, en ce moment, là, à mon avis. Puis, c'est sûr, quand on fait ce genre d'exercice-là, il n'y a pas de solution unique. C'est vraiment un exercice qui est propre à chaque régime. Il faut penser à la maturité du régime, la situation financière, son financement. Donc c'est ça. Donc, je passerai la parole à Jessica pour la suite. Merci Pierre-Luc. Donc, de mon côté, financement des caisses de retraite. Quand on pense au financement, on pense à la situation financière des régimes. On en est où aujourd'hui? Situation financière de continuité. Continuité, on suppose que le régime continue indéfiniment. Situation financière de solvabilité. On suppose que le régime se termine en date d'évaluation actuarielle. Avec ce qui s'est passé en 2022, souvent, j'entends des questionnements. Oui, l'année 2022 a mal été. Situation financière, ça a dû faire mal ces caisses de retraite. Oui, mais non. Okay? D'une part, puis il y a plein d'autres facteurs, bien entendu, qui influencent la situation financière des régimes. Chaque caisse est différente. Mais on a voulu en sortir deux principalement. D'une part, les rendements de l'actif. Donc oui, 2022 n'a pas bien été. Par contre, 2020 et 2021 ont été de très bonnes années. Okay? D'autre part, on a le passif. Le passif, c'est tous les engagements, toutes les obligations que la Caisse de retraite a envers ses participants. Pour pouvoir évaluer ce passif-là, on a ce qu'on appelle une hypothèse de taux d'actualisation, le taux de rendement à long terme attendu des placements. On l'a vu avec Pierre-Luc, moindrement que les caisses sont investies en obligations, à cause de la hausse des taux obligataires, nécessairement les taux d'actualisation vont augmenter. Rendement plus élevé, attendu plus élevé, ça coûte moins cher. Le passif baisse. Donc, un dans l'autre, puis je me ramène jusqu'en 2019. 2020-2021, on l'a vu avec les rendements qui ont bien été, on s'attend à avoir une hausse des situations financières depuis 2019. 2022, malgré tout, une petite baisse. Néanmoins, ce que je veux mettre en lumière, c'est que les situations financières sur base de continuité sont très bonnes en date d'aujourd'hui. Sont très bonnes parce que, malgré 2022, on a quand même eu des bons rendements dans le passé, puis le taux d'actualisation qui a augmenté n'est pas négligeable. Je fais du pouce avec la solvabilité. Parce que une évaluation actuarielle, il faut faire l'évaluation sur base de continuité, mais également sur base de solvabilité qui est requise. C'est les mêmes facteurs qui entrent en jeu. Au niveau de l'actif, on l'a vu avec le rendement. Maintenant, le taux d'actualisation. Contrairement à la continuité, la solvabilité, c'est des hypothèses qui sont prescrites par l'Institut canadien des actuaires. Parce que, essentiellement, là, le taux d'actualisation est basé sur les obligations fédérales long terme. Fait que dès que les taux d'obligation augmentent de manière importante dans la dernière année, bien, ça baisse d'autant plus le passif. Puis ici, en solvabilité, l'impact est encore plus grand que la continuité. On le voit au graphique
à l'écran, donc l'indice sur la santé financière des régimes de retraite qui est publié par Mercer. Regardez les 3 dernières années, donc depuis le 31 décembre 2019, donc colonne 2020, jusqu'à aujourd'hui, la solvabilité des caisses a fait un bond impressionnant de presque 15 %. Donc oui, mauvais rendement, mais finalement, quand on regarde, parce qu'il y a tout le temps 2 côtés à une médaille, bien, les situations financières des régimes en date d'aujourd'hui, elle n'est pas si pire que ça. Je vais aller un petit peu plus dans le détail. Je vais parler un peu du secteur privé, secteur municipal et universitaire, parce que les règles de financement ne sont pas les mêmes. Débutons par le secteur privé. Je vous rappelle, qu'est-ce qu'on finance? On finance la continuité. Il faut quand même faire l'évaluation de solvabilité, mais le déficit de solvabilité n'est plus financé. On a ce qu'on appelle une provision de stabilisation qui va dépendre, entre autres, de votre politique de placement et de d'autres éléments, notamment de duration. Provision de stabilisation, là, grosso modo, entre 15 et 20 % dans le secteur privé. Je vais donner un exemple, 15 %. Un régime qui a un ratio de continuité inférieur à la provision de stabilisation moins 5, dans mon exemple 10, si son ratio est inférieur à 110 %, il est en déficit. Donc, il y aura un déficit, un déficit à financer. Secteur privé, habituellement, les déficits à la charge de l'employeur. Quand ça va bien, quand on a la provision de stabilisation plus 5, si dans mon exemple, on est au-dessus de 120 % capitalisé, bonne nouvelle, on est en excédent d'actifs. N'oubliez pas, par contre, il y a le critère de 105 %. On l'a vu à la page précédente, l'indice de Mercer, on était autour de 110-115 % de degré de solvabilité en date d'aujourd'hui. Donc, plusieurs régimes sont possiblement dans le vert en excédent d'actifs. Un peu moins clair au niveau des partages d'excédents d'actifs dans le secteur privé. Je dirais que beaucoup, c'est l'employeur qui a priorité. Par contre, les participants également peuvent avoir certains droits au surplus. Fait que là, dans le secteur privé, je me pose la question, bon, 31 décembre 2022, si jamais il y avait une évaluation actuarielle qui est requise, très possible que vous soyez en excédent d'actifs. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en excédent d'actifs? Le texte du régime est là. Il y a un OP qui est prévu. Il y a une nature d'utilisation qui est déjà prévue au texte du régime. Mais n'hésitez pas, il y a toujours des clauses qui peuvent être négociées. Pas parce qu'il y a quelque chose de prévu que vous ne pouvez pas, vous, en tant que syndicat, négocier par la suite. Les considérations ou ce qu'on va voir qui va être fait du côté des employeurs, congé de cotisation. Ils vont peut-être vouloir, plutôt que prendre un congé, stabiliser la situation financière. Le régime va bien. On va peut-être mettre des marges additionnelles pour pallier un éventuel déficit. Ils vont peut-être, vous en avez peut-être déjà entendu parler dans le passé, de l'appariement actif-passif, investir un petit peu plus en revenus fixes. Dernier point, en espérant qu'on ne se rende pas là, mais malheureusement, il y aura peut-être des employeurs en demande. Solvabilité qui va bien, au-dessus de 100 %, terminer le régime. Donc, soyez alerte, je pense que ça va être mon mot-clé, soyez alerte, gardez l'œil ouvert, posez des questions, je pense que c'est important. On est dans une nouvelle ère, que là, il y a des excédents d'actifs, puis il y a beaucoup de choses qui se brassent au niveau des comités de retraite. Du côté des participants, bien, idéalement, vous pouvez penser à indexer les retraités. On l'a vu avec l'inflation, la hausse importante du coût de la vie dans les dernières années. Procurer des améliorations à vos participants actifs, prendre des congés de cotisation. Parlons un peu maintenant du secteur municipal et universitaire. Je vais principalement parler de 2 volets, quelques exceptions dans l'université, mais donc il y a tout ce qu'on appelle le volet antérieur pour les années avant 2014 et le volet courant pour toutes les années à compter de 2014. Même principe, on finance la base de continuité. Il n'y a plus de financement de déficit de solvabilité depuis beaucoup plus longtemps que dans le secteur privé.
Les règles de financement sont différentes. On est en déficit si on est à moins de 100 capitalisé. Puis dans ce cas-là, volet antérieur, c'est l'employeur qui l'assume. Volet courant, partage à part égale. On va être en surplus quand on va avoir atteint la PED. La PED, la provision pour écart défavorable, c'est quelque chose qui est prévu à la loi. Bien entendu, on a des ententes loi 15 qu'on voit qui ont peut-être un critère additionnel, être 115 capitalisé, 120 capitalisé. Sachez par contre qu'on n'a pas le critère de solvabilité dans le municipal et universitaire, contrairement au régime du secteur privé. Utilisation des excédents d'actifs, volet antérieur, volet courant, je vous dirais qu'il y a un partage entre les participants et l'employeur. L'ordre des variables selon les régimes. On se rappelle également la loi 15 qui a prévu déjà certaines balises de rétablissement d'indexation, par exemple, pour le volet antérieur. 31 décembre 2022, c'est peut-être un peu moins clair que les régimes du secteur municipal et universitaire seront en excédent d'actifs. Ils vont certainement être en très bonne position financière, mais peut-être pas autant que les secteurs privés. Volet courant, souvent mieux capitalisé. On a maintenant un fonds de stabilisation dans le volet courant. Encore une fois, oui, votre texte du régime prévoit déjà quoi faire avec les excédents d'actifs, mais gardez en tête toujours qu'il y a de nouvelles clauses qui peuvent être négociées. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir du côté du volet antérieur? Volet antérieur, il y a l'employeur qui va peut-être vouloir prendre un congé de cotisation à la hauteur de sa clause banquier. Il va peut-être vouloir gérer les risques de déficit, ajouter des marges pour écart défavorable. Du côté des participants, on va vouloir procurer des améliorations. Volet courant, dans le secteur municipal et universitaire, on n'a pas le droit de prendre congé. Okay? Fait que le congé de la cotisation est interdit. Par contre, on peut prendre congé de la cotisation de stabilisation. Okay? Fait qu'il y a certaines ententes que c'est ça qu'on voit. Il y a un congé de part et d'autre, employeurs, participants, du congé de cotisation. Sinon, bien, ça sert à améliorer les prestations. Fait que j'ai fait un topo sur la situation financière des régimes. Donc, on s'attend en 2022 à avoir un beau portrait des situations financières des régimes, que ce soit le secteur privé, le secteur municipal. Un autre résultat clé, par contre, d'une évaluation actuarielle, c'est le financement du service courant. Chaque année future qu'on accumule du service, combien qu'elle coûte? On l'a vu, on s'attend à une hausse du taux d'actualisation. Nécessairement, on s'attend à faire plus de rendement, ça coûte moins cher, baisse du coût de service courant. Okay? Fait que dans bien des cas, il y a une baisse du coût de service courant. En 2022, là, le coût est le plus bas, toutes choses étant égales par ailleurs, depuis 2019. Je reviens sur le secteur privé, les deux secteurs. Donc, du côté privé, vous devez cotiser combien chaque année coûte, ce qu'on appelle le coût de service courant. Vous devez également cotiser la cotisation de stabilisation, qui varie, comme je vous le dis, là, grosso modo, c'est entre 15 et 20 selon votre politique de placement. Le partage, qu'est-ce qu'on voit dans le secteur privé? Je vous dirais qu'encore, de plus en plus, on voit des cotisations salariales qui sont fixes, que c'est l'employeur qui est au sol du coût. Par contre, dans les dernières années, dans les dernières négos, on voit des partages à part égale du coût et de la cotisation de stabilisation, très, très rarement des déficits. Donc, baisse de coût. Si je suis dans une optique de cotisation salariale fixe, qui profite de l'économie de la baisse du coût? C'est le promoteur, c'est l'employeur. Fait que c'est sûr que de son côté, l'idéal, c'est de s'en mettre dans ses poches. De votre côté, peut-être se poser des questions. Est-ce qu'on va vouloir prendre cette économie-là puis la mettre dans nos poches? On va-tu vouloir bonifier nos prestations de services futurs? Le municipal et universitaire, un peu le même principe. Donc, on a le coût, chaque année, combien qu'elle coûte, puis on a une cotisation de stabilisation qui s'ajoute. La différence, c'est qu'elle est au minimum de 10 du coût, mais certaines ententes ont prévu plus que 10, ça peut être 12, 15, etc.
partage à part égale dans le volet courant, je vous rappelle, incluant les déficits. Les réflexions sont quand même peut-être un peu différentes dans un concept de partage du coût. On s'entend une baisse du coût. C'est sûr que l'employeur, lui, de son côté, va dire « bien, parfait, je l'économise ». De votre côté, tout dépendant du niveau que vous étiez, peut-être vos participants sont déjà à l'aise à cotiser ce niveau-là. Fait que la baisser, est-ce qu'on va vouloir peut-être trader, je m'excuse mon anglicisme, mais échanger cette baisse-là contre une amélioration de vos prestations ou peut-être contre une marge pour écart défavorable additionnelle, parce que je vous rappelle, c'est les participants qui sont au BAT à 50 % dans le volet courant. Fait que peut-être se garder une certaine latitude, ça serait également une possibilité de votre côté. Est-ce qu'on va vouloir en place peut-être dire on continue à la cotiser, mais on l'envoie dans le fonds de stabilisation? Fait que plusieurs réflexions à avoir à ce niveau-là. Mon mot de la fin, gardez l'œil ouvert, posez des questions. Il y a beaucoup de choses qui arrivent récemment dans les situations financières des régimes de retraite, changement des taux d'actualisation, hausse des marges pour écart défavorable. Il y a une politique de financement souvent, politique de financement qui idéalement est écrite conjointement entre le promoteur et les syndicats. Qu'est-ce que cette politique-là dit sur la marge pour écart défavorable? Baisse du coût de service courant, on l'économise, on essaye de l'échanger contre quelque chose, les excédents d'actifs. Fait que je vous lance, dans le fond, n'hésitez pas à poser des questions et à garder l'œil ouvert.